effectivement. Ouais. Hein, donc, il y a Je suis Pascal prêt. Bouchard, donc du théâtre à Rive de Rive Ouais. dans l'Isère. Donc, nous, là, on est vraiment voisins. Enfin, voisins, n'exagérons pas. Hein. Il n'est Bah, pas dans si la pièce d'à côté, quoi. Mais à par quelques rapport à dizaines de Pantin et kilomètres à quand même. Orléans, Mais voilà. Ah oui, mais moi, je suis venu coucher, moi. Hein. Ah oui, oui, ah bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, on c'est attend que sûr. Fabienne en parle, mais bon, pour l'instant, Non, Pascal, j'attends les invitations. Hein. ok. Pascal, on t'écoute. Quel Alors. texte vas-tu nous faire partager? Alors ça, je vais donner que le titre et puis j'en dirai plus après. Hein. Ça s'appelle Chasseur au pluriel de vieux. Roberto Saggini, administrateur d'une petite fabrique de papier, 46 ans, les cheveux gris, bel homme, arrêta son auto à quelques pas d'un bar tabac encore ouvert. On ne sait pas trop par quelle chance. Il était 2 heures du matin. « Une minute, je reviens tout de suite », dit-il à la jeune femme assise à côté près de lui. C'était un beau brin de fille, elle alluma des réverbères au néon, son rouge à lèvres se détachait comme une fleur épanouie. Devant le tabac, plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. C'était un soir de mai, l'air printanier était tiède et vif à la fois, toutes les rues étaient désertes. Il entra au bar, acheta ses cigarettes, et comme il était sur le pas de la porte et s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un appel sinistre résonna. Est-ce qu'il venait de la maison d'en face? D'une rue latérale? Ou bien ces créatures surgissaient-elles de l'asphalte? 2, 3, 5, 7 silhouettes rapides fondirent concentriquement en direction de la voiture. « Allez, tombez-lui dessus !» Et là-dessus, un coup de sifflet prolongé, modulé, la fanfare de guerre de ces jeunes canailles. Aux heures les plus imprévues de la nuit, ce signal tirait de leur sommeil des quartiers entiers, et les gens, frissonnants, se pelotonnaient encore plus dans leur lit en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. Roberto mesura le danger. C'était à lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à 2 fois d'aller se promener en plein milieu de la nuit. Après 40 ans, on est vieux. Et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et ce n'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominés par une haine sauvage envers les vieilles générations, comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leur malheur qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, des bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pour chasser les vieux. Et quand il parvenait à en attraper un, il le bourrait de coups de poing, il lui arrachait ses vêtements, le fouettait, le peinturait de vernis, et puis il l'abandonnait ligoté à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, il dépassait la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes. Cet éternel tourment qui, depuis des millénaires, s'était résolu sans drame de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait. Ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'alors tenu par les patriarches. « L'âge est un crime !» tel était leur slogan. Tous les chefs nocturnes, devant lesquels l'autorité, inquiète à son tour, fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si des croulants, qui auraient mieux fait de rester chez eux au coin du feu, s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. Bon, c'était surtout les vieux en compagnie de jeunes femmes qui étaient visés. Alors la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté, roué de coups, tandis que sous ses yeux, sa compagne était soumise par ses contemporains à de longues violences corporelles raffinées de tout genre. Roberto Saggini mesura le danger. Il se dit, je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto, mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas y rentrer. Elle, au contraire, elle leur attend de fuir. « Sylvia, Sylvia !» cria-t-il. « Démarre, dépêche-toi, vite, vite, vite !» Heureusement, la fille comprit. D'un coup de hanche rapide, elle se glissa devant le volant, mit le contact, passa en première et démarra à toute allure en emballant le moteur. L'homme eut un soupir de soulagement. Maintenant, il devait penser à lui. Il se retourna pour trouver son salut dans le bar. Mais au même instant, le rideau de fer fut baissé d'un seul coup. « Ouvrez, ouvrez !» supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours, quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir, personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairé par des réverbères puissants, 6, 7, 8 types convergeaient vers lui sans même courir, tant ils étaient certains de l'attraper.
L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé où se détachait un grand R majuscule blanc. « Oh, je suis fichu, dit Sagini. Les journaux parlaient de ce vers depuis des mois. C'était le signe de Sergio Reggiora, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leur compte à plus de 50 vieux. La seule chose à faire était de se risquer. À fond, au fond de la petite rue, s'ouvrait une large place où était installée une fête foraine. Le tout était de réussir à y rêver sans encombre. Après, dans le fouillis des boutiques, des caravanes, ça serait facile de se cacher. Il partit à fond de train. Il était encore un homme agile, et il vit du coin de l'œil une gamine courte qui débouchait sur sa droite pour lui couper le chemin. Elle aussi portait un pull au vert avec le R blanc. Elle avait un visage renfrogné, extrêmement déplaisant, et une bouche large qui criait « À toi, le cochon !» Sa main droite serrait une lourde cravache de cuir. La cabine tomba dessus, mais l'homme porté par son élan la renversa, et elle se retrouva par terre avant d'avoir eu le temps de se frayer, de le frapper. S'étant ainsi frayé un chemin, Sagini, tout avec le souffle qui lui restait, s'élança vers l'espace sombre. Un grillage entourait l'endroit de la fête foraine. Il le franchit d'un bond, courut là où les ténèbres lui semblaient le plus épaisses. Et les autres toujours derrière lui. « Ah, il veut nous échapper, le salaud !» s'écria Sergio Reggiora, qui ne se pressait pas outre mesure, convaincu de tenir déjà sa proie. « Et il ose nous résister par-dessus le marché !» Sa bande galopait à côté de lui. « Oh, chef, écoute, je voudrais te dire quelque chose. » Ils étaient arrivés devant la foire, ils s'arrêtèrent. « Et t'as besoin de me dire ça maintenant ? Je voudrais bien me tromper, mais j'ai l'impression que ce type-là, c'est mon paternel. »« Ton père, ce salaud ?» Ouais, on dirait bien que c'est lui. »« Eh bien, tant mieux. »« Ah, mais tu vas pas le ramener maintenant, non ?»« C'est que ça me paraît... Quoi, tu l'aimes ? » ?»« Non, c'est alors, c'est un tel imbécile. Et puis un enquiquineur de première, il n'a jamais fini. »« Et alors ? » Ça me fait tout de même quelque chose, quoi, si tu veux savoir. T'es qu'une mandouille, un froussard, une lavette, t'as pas honte ? Le coup, c'est encore jamais produit avec mon père, mais je te jure, ça me ferait jouir. Hein. Allez, maintenant, c'est pas tout. Faut le faire sortir de là. Le cœur battant, essoufflé par sa course, Sagini s'était camouflé en se faisant le plus petit possible devant une grande banne, peut-être celle d'un cire complètement dans l'ombre, tâchant de se fondre sous les pans de la toile. À côté, à 5-6 mètres, il y avait une roulotte de Romanichel avec sa petite fenêtre allumée. L'air fut déchiré par un nouveau coup de sifflet des jeunes voyous. Dans la roulotte, on entendit un remue-ménage. Puis, une grosse femme opulente et très belle se montra sur le pas de la petite porte curieuse. « Madame, balbutia Sagini de sa cachette incertaine. »« Qu'y a-t-il » fit-elle méfiante. « Je vous en supplie, laissez-moi entrer, je suis poursuivi. Ils veulent me tuer. »« Ah non, on ne veut pas d'embêtement ici. Hein. »« Mais 20 000 livres pour vous si vous me laissez entrer. »« Quoi ? 20 000 livres ? Ah non, ici on est des gens honnêtes, nous autres. Hein. » Et elle se retira, enferma la porte, entendit le bruit du verrou intérieur, et puis même la lumière s'éteignit. Silence. Pas une voix, pas un bruit de pas. Est-ce que la bande aurait renoncé ? Une horloge lointaine sonna le quart des 2 heures. Une horloge lointaine sonna la demi des 2 heures. Une horloge lointaine sonna les 3/4 des 2 heures. Lentement, attentif à ne pas faire de bruit, Sagini se releva. Maintenant, peut-être il allait pouvoir se tirer de là. Soudainement, un de ces maudits lui tomba dessus et leva la main droite en disant une chose qu'on ne distinguait pas bien. Sagini, en un éclair, se souvint qu'il lui avait dit un ami bien des années auparavant. Si quelqu'un cherche la bagarre, il suffit d'un coup de poing au menton, mais l'important est de bondir de toutes ses forces, au même moment, en sorte que ce n'est pas seulement le poing, mais tout le poids du corps qui frappe l'agresseur. Sagini se détendit, tandis que son poing rencontrait quelque chose de dur avec un sourd craquement. Ah ! Gémit l'autre, s'affaissant lourdement sur le dos. Dans le village contracté et douloureux qui se renversa en arrière, Sagini reconnut son fils. « Toi ? Ettore ?» Et il se pencha avec l'intention de le secourir, mais 3 ombres débouchèrent. « Il est là, le voilà, tapez-lui dessus à ce sale vieux !» Il s'enfuit comme un fou, bondissant d'une zone d'ombre à une autre, talonné par le halètement des chasseurs, toujours plus furieux et plus proches. Tout à coup, un objet en métal heurta sa joue, provoquant une atroce douleur. Il fit un écart désespéré, chercha une voie d'échappement. Il l'avait acculé aux limites de la foire, qui ne pouvait plus lui offrir de salut. Un peu plus loin, à une cinquantaine de mètres, les jardins commençaient. L'énergie du désespoir lui permit de franchir cette distance sans être rejoint, et cette manœuvre désorienta même les poursuivants. L'alarme ne fut donnée qu'au dernier moment, alors qu'il avait atteint déjà la lisière du petit bois. « Par là, regardez-le, il veut se cacher dans le bois. Allez, c'est croulant !» Et la poursuite reprit. Oh, si seulement il pouvait tenir jusqu'aux premières lueurs de l'aube, il serait sauvé.
Mais combien de temps encore à passer avant? Les horloges, ça et là, sonnaient les heures, mais dans son angoisse fiévreuse, il n'avait plus à compter les coups. Il descendit une colline, déboucha une petite vallée, grimpa sur une rive, traversa une quelconque rivière, mais à chaque fois qu'il se retournait, regardait derrière lui, 3, 4 de ses canailles étaient toujours là, implacables, gesticulant frénétiquement tout en le pourchassant. Lorsque ses dernières forces épuisées, il se jusa péniblement sur le rebord d'un vieux bastion à pic. Il vit que le ciel au-dessus de la masse des toits pâlissait. Il était trop tard désormais. Il se sentait complètement exténué. Le sang coulait à flot de sa joue balafrée, et Régora était sur le point de le rattraper. Il devina dans la pénombre son ricanement blanc. Ils se retrouvèrent face à face, tous deux, sur l'étroite arête herbeuse. Régora n'eut même pas à le frapper. Pour l'éviter, Sagini fit un pas en arrière, ne trouva que le vide et tomba, roulant sur le versant à pic tout en pierre et en ronces. On entendit un bruit mou, puis un gémissement déchirant. « Il n'y a pas laissé sa peau, mais il a donné une bonne leçon, dit Régora. Maintenant, il vaut mieux foutre le camp, on ne sait jamais avec les flics. » Et ils s'en allèrent par petits groupes en commentant leur chasse en se tordant de rire. Mais elle avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi, mais ils étaient très las. Le petit groupe se disloqua. Régora partit d'un côté avec la gamine. Ils arrivèrent à une place illuminée. « Qu'est-ce que t'as sur la tête » demanda-t-elle. « Et toi ? Toi aussi ?» Ils s'approchèrent l'un de l'autre, s'examinant réciproquement. « Mon Dieu, mais tu en as d'une figure. Mais tout ce blanc sur tes cheveux. Mais toi aussi, tu as une tête épouvantable. » Une inquiétude soudaine. Cela n'était jamais arrivé encore à Régora. Il s'approcha d'une vitrine pour se regarder. Et dans le miroir, il vit très distinctement un homme sur la cinquantaine environ, les yeux, les joues flasques, les paupières flétries, un cou comme celui des pélicans. Il essaya de sourire. Il lui manquait 2 dents, juste sur le devant. Était-ce un cauchemar? Il se retourna. La fille avait disparu. Puis, du fond de la place, à toute allure, 3 garçons se précipitèrent sur lui. Il était 5, 8. Ils lancèrent un long coup de sifflet terrifiant. « Allez, tombez-lui dessus au croulant !» Maintenant, c'était lui le vieux, et son tour était arrivé. Régora commença à courir de toutes ses forces, mais elles étaient faibles. La jeunesse, cette saison fantôme, fanfaronne et sans pitié, qui semble devoir durer toujours, qui semblait ne devoir jamais devoir finir, et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne restait plus rien à dépenser. Wow. Ah bah, j'ai changé de style. J'ai changé Non, de mais en style. plus, c'est passionnant. Hein, c'est... On Moi, je l'ai vécu. on était très très drôle aujourd'hui. Hein. Oui. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très drôle au fond. Mais donc, c'est de Dino Buzzati, ça a été écrit en 66. Donc, comme fil à mon habitude, j'étais refouillé des trucs très en arrière. Moi, je suis encore d'avant. Et c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Le Cas de Dino Buzzati. Toutes les nouvelles sont passionnantes. Comme ça, très, très sauvage, très. Faut les lire au 3e ou 4e degré pour voir ce qu'il en est. Et je la trouvais dans l'époque actuelle où, avec un président de 40 ans qui nous fait croire qu'il sait tout. Enfin, je trouve que c'est intéressant de voir cette vision-là. Alors, et les heures qui passent, qui ne sont que les années, mais c'est waouh, c'est fort. Je voulais changer de style. Ah non, mais tu as eu raison, c'est chouette. C'est la vie, hein. C'est vraiment quelqu'un d'excellent. Moi, j'ai lu ça quand j'avais 15-16 ans, Dino Buzzati. Et, ah oui, mais le cas, c'est exceptionnel, le cas. Hein, si vous voulez découvrir Dino Buzzati, le cas, c'est des ensemble de nouvelles. Il y a le rêve de l'escalier aussi. Je l'ai monté plusieurs fois en atelier théâtre, moi, qui est l'ascenseur. Ouais. Et l'ascenseur, c'est un petit bijou. Alors, c'est un peu plus court que celle-là. Et c'est vraiment un homme et une femme qui se retrouvent dans un ascenseur. Et l'homme, bah voilà, il la rencontre tous les jours et il essaye de la draguer un petit peu, mais il n'ose pas et tout. Et puis l'ascenseur, bah, je vous laisse découvrir cette nouvelle-là, mais l'ascenseur, mais elles sont toutes, toutes les nouvelles va s'enfoncer dans les profondeurs de la terre et finalement la fille va avoir peur, donc va se rapprocher du gars. Il y a une histoire de diable aussi qui intervient, qui est le 3e personnage. Et puis elle dit, bah finalement oui, je veux bien être un petit peu avec toi. Oui, t'es pas si mal finalement. Et l'ascenseur va remonter.
Et puis alors là, elle va dire, mais monsieur, mais laissez-moi tranquille. Toutes les Donc mêmes. voilà, l'urgence part, donc la relation change. Donc c'est aussi très, c'est dur. Pour resituer aussi, la, hein, c'est dur pour aussi. resituer la nouvelle, parce que c'est important, dur, parce que je pense à vous le dire. Oui. Comme il s'appelle, Buzzati l'a écrit encore dans l'ambiance de la période noire d'Italie où Oui. l'extrême gauche était vraiment combattue. Enfin, il y avait des attentats de partout. Enfin, c'était horrible, quoi. Enfin, D'accord. donc il a fait en cet esprit-là Oui, aussi, oui, quoi. Enfin, à la fois très anarchiste en même temps. Moi, ça m'a fait penser à Orange Mécanique aussi, au film Oui. Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Oui. Hein, c'est vraiment Oui, une oui, ambiance, je suis d'accord. une ambiance de ce style-là. D'ailleurs, Dino Buzzati a été sacrément emmerdé par les pouvoirs en place successifs, alors que c'est que de la littérature, quoi. Oui, oui, encore une fois, c'est voilà, de l'écriture. L'écriture est puissante. Hein. L'écriture est puissante. Voilà, quoi, c'est aussi. Voilà, donc la prochaine fois sera plus rigolo. Et tous ces textes-là d'auteurs étrangers aussi, on dit c'est super bien écrit aussi, et pour reconnaître que c'est super bien traduit aussi, parce que il y a le fait de l'avoir en langue originale, et puis de se dire c'est quand même beau aussi en français, quoi. Donc le traducteur, l'adaptateur, voilà, on en parle pas souvent, et c'est vrai que dans les textes de théâtre, on parle pas souvent des adaptateurs. On joue Tchekhov, qui l'a écrit, qui l'a traduit en français, par exemple. Oui, c'est vrai. Shakespeare, pareil, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que les adaptateurs sont importants, et je trouve qu'ils ne sont pas assez reconnus. On les met. Ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle, c'est la dynamique de l'écriture, quoi. On voit les accélérations, ça se repose et ça repart, et on voit le mec qui cavale. Enfin, oui. Ah ben moi je l'ai vécu. Hein. Bien le dire. Super. C'est ce que je voulais donner, mais du coup je me suis un peu emballé par moment. Voilà, exactement. Très bon rendu. On voit toute la scène, on voit vraiment cette poursuite, on voit cette angoisse. Mais Buzzati est très fort pour ça. Quand on lit, on voit les choses. C'est très imagé. Enfin, pour une écriture assez ancienne, hein, années 60, c'est quand même très fort. Ouais.